construisons des régimes de surveillance totale. Peut-être pas en France, mais par exemple dans mon pays, en Israël, c'est peut-être un des premiers endroits du monde où on voit l'émergence d'une surveillance totale, d'un régime de surveillance totale. Un régime qui surveille tout le monde, tout le temps, qui collecte des données, une donnée immense sur tout le monde et qui utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage par les machines pour travailler tout le temps. Ça ne s'appartiendra pas. Ça ne se fera pas à Tel Aviv, mais dans les territoires occupés aussi. Mais quand on crée un régime de surveillance totale dans un endroit, on peut le vendre à travers le monde, à la Corée du Nord, à la Colombie, au Mexique, à travers le monde entier. Au-dessus du siège mondial en Suisse, le quartier général mondial de la franc-maçonnerie, au-dessus de la porte se trouve Ordo ab Chaos, ce qui signifie en latin l'ordre par le chaos. Et tous les francs-maçons connaissent ce terme Ordo ab Chaos, l'ordre par le chaos. Le concept est de créer le chaos, de créer les problèmes, et pendant que le peuple est effrayé par les meurtres, les émeutes et tout ce qui semble être hors de contrôle, le gouvernement intervient alors avec une justification pour mettre fin à ce terrible chaos, le plein pouvoir de l'armée, l'obéissance totale du peuple pour donner au gouvernement le plein pouvoir de faire tout ce qu'il veut. C'est pourquoi il y a des guerres dans le monde entier, des émeutes, des massacres, des famines, toutes sortes de choses qui se produisent dans le monde. Tout cela est manipulé, c'est orchestré, et pour beaucoup de choses. C'est le contrôle des conflits. Il y a plus de guerres depuis la création des Nations Unies. Oui, et en fait, le président Macron profite de son statut de président de la République, qui fait que, sur la base de la Constitution et d'une tradition sous la Ve République, eh bien, c'est le premier responsable des questions internationales. Et en tant que premier responsable des questions internationales, mécaniquement, sa fonction est mise en valeur par le contexte international qu'on connaît bien ici. Et il a su exploiter finalement à la fois le contexte international et les prérogatives que lui reconnaît la Constitution et la pratique traditionnelle de la Ve République pour se remettre en selle dans la vie politique franco-française. Notamment parce que, force est de constater que la vie internationale, la situation internationale est devenue un sujet de politique interne. Et donc, mécaniquement, le fait qu'il soit valorisé sur la scène internationale le valorise aussi sur le plan interne. Donc, tout cela est presque miraculeux. D'abord pour lui, parce que, comme tu le sais, la séquence qui est née au soir du second tour des élections législatives était marquée par un affaiblissement du président de la République qui a perdu la main. Et depuis, on ne voyait plus de perspective pour sa propre fonction. Et deuxièmement, pour le Premier ministre lui-même, le Premier ministre Bayrou, qui était englué dans l'affaire Betaram, dont on ne voyait pas non plus de sortie de crise, et qui se voit là, grâce à l'écrasement de l'agenda politique interne par l'agenda politique international, une possible sortie de crise également, en tous les cas une tentative d'étouffement de cette affaire, même si je n'y crois pas à terme, parce que le scandale est tel, sa résonance est tellement profonde que d'une manière ou d'une autre, ça va revenir à l'agenda politique franco-français. Je voulais revenir sur un dernier élément avec vous concernant François Bayrou qui dit que l'emprunt national est une possibilité. En quoi l'emprunt peut être un objectif aussi pour dans ce plan, on va dire, de guerre qui nous est présenté? Alors cet emprunt, ça peut être... vous là. C'était à Pierre ou... Non, pardon, c'était pour vous, Sylvain Tiget, avant de donner la parole à Pierre Conessa pour revenir sur l'industrie de défense. Pour l'emprunt, c'est très simple, si vous voulez. Je pense une très grosse partie du peuple français va quand même être peu intéressé par ces livrets de défense pour la simple et bonne raison qu'ils seraient, à mon avis, rémunérés très faiblement, 2%, 2,5%, peut-être 3%, on n'en sait rien, mais le taux de rémunération ne sera pas forcément très attractif. Et quelle est, on va dire, l'alternative du consommateur, entre guillemets, de l'épargnant? Ce serait d'acheter directement des actions d'Assaut ou d'entreprises de la défense. Je vous donne un exemple concret. Vous avez 3 entreprises européennes d'armement qui ont explosé entre mars 2023 et février 2025. Rheinmetall, Kongsberg Gruppen et Leonardo.
3 entreprises qui sont dans l'industrie de la défense en Europe, qui démarraient sur une base 100 en mars 2023, qui valent 450, enfin entre 300 et 400, d'accord? Aujourd'hui, en mars 2025. Donc vous avez un cours de ces entreprises qui a été multiplié par 3, voire par 4. Pourquoi est-ce que l'épargnant français irait mettre son argent sur un livret défense à 2 quand il peut acheter des actions potentiellement d'entreprises de la défense, du Dassault directement ou Rheinmetall s'il en a envie? Oui. Bah, il peut le faire que si soit il est forcé, soit, qu'on le force à souscrire à un emprunt national, soit qu'on lui vende, avec le cœur, la notion de patriotisme. C'est-à-dire vous donnez 100 000 € à l'État français, on vous donne 2 mais par contre, effectivement, vous n'avez pas 100 ou 200 de performance en 2 ans comme vous l'auriez fait tout seul en bourse. Mais par contre, vous soutenez, si vous voulez, la puissance française, vous soutenez la souveraineté française. C'est toujours pareil, hein, c'est un marketing par l'émotion, en fait. Quand on se rend compte que la guerre, au final, ça n'est que, on pense mourir pour la patrie, mais on meurt pour des industriels. C'était, j'ai plus la référence, mais c'est exactement ça, en fait. On vend le fait aux Français de mourir pour la patrie ou de se sacrifier pour la patrie, et la réalité, c'est qu'ils le font pour des industriels. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre Conessa? Finalement, c'est encore une fois, on nous vend la patrie et finalement derrière, ce sont des intérêts, notamment, de complexes militaro-industriels? Ou il y a autre chose? Moi, je voudrais revenir sur ce qu'on appelle l'industrie de défense. Oui. L'industrie de défense, ça n'existe pas, c'est une industrie duale. C'est-à-dire l'essentiel de ce que fabriquent nos grands industriels, que ce soit Airbus, que ce soit Aérospatial, que ce soit Dassault, etc., sont des entreprises duales. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes ces entreprises se sont diversifiées. Et donc l'idée, si vous voulez, antérieure à la guerre de 14, ce sont les marchands de canons qui feront la guerre, est une idée qui est partiellement fausse. Et en besoin, encore une fois, une industrie de défense, quand il y a la paix, c'est une industrie de défense qui doit se diversifier. Oui. Donc, si cet emprunt est fait pour aider des entreprises de très haute technologie, n'oubliez pas les succès des constructions industrielles européennes. Airbus est devenu leader devant Boeing parce que c'est une industrie franco-allemande, qu'elle a un marché de défense, etc. etc. Donc, il ne faut pas faire une analyse où, si vous voulez, on aurait de l'argent pour les industriels qui seraient pris sur le peuple. Ça, c'est une analyse auquel je n'adhère pas. Deuxième remarque, je vous fais remarquer que la classe politique française est d'une indignité absolue. On est actuellement avec une opposition politique qui disent tous, si on arrive au pouvoir, on change la réforme des retraites. On sait très bien que dans tous les pays d'Europe, l'âge de la retraite est obligé d'augmenter. Mais à présenter une démagogie comme celle-là pour se gagner les élections, vous montre que s'il faut faire un effort de défense, c'est pas à cela qu'il faut confier le manche. Donc, on est sur un débat qui est partiellement perverti, si vous voulez, par des règles de politique intérieure. Et encore une fois, si on doit effectivement faire face à une situation grave, il y a des réformes de fond et il vaut mieux que la classe politique prenne conscience de la gravité de la situation, rétablissement du service national, augmentation de l'effort de défense, etc. Il y avait un étranger, je ne sais plus qui est l'analyste, qui disait la France est un pays magnifique, peuplé de 60 millions de géniards. Et c'est vrai qu'effectivement, on est dans cette situation-là. C'est-à-dire, dès que vous touchez à quelque chose, vous dites, oh là là, regardez la réforme des retraites, vous aviez des corporations avec des avantages totalement indus. Et quand on touche à la réforme des retraites et qu'on homogénéise, si vous voulez, l'âge de la retraite, vous avez toute une classe politique qui est prête à défendre des corporations. Donc, je suis un peu désespéré. Si vous voulez, je me demande si je ne vais pas émigrer en Suisse, quoi. D'accord. Mais malgré tout, vous ne considérez pas du tout qu'il y a une instrumentalisation d'une guerre pour récupérer des fonds d'une manière ou d'une autre, que ce soit par un complexe qu'on peut appeler militaro-industriel, ou que ce soit par des intérêts d'un État endetté qui puisse emprunter plus. Enfin, pour vous, il n'y a pas cette question-là. Vous l'évacuez. Ben non, il y a un débat politique à mener. C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on considère qu'on est dans une situation dont les caractéristiques géopolitiques et stratégiques ont changé, avec une question implicite, c'est-à-dire est-ce que la Russie va se limiter à reprendre des territoires russophones ou est-ce que la Russie va aller plus loin? On voit bien que le débat, il est aujourd'hui sur cette thématique-là. À côté de ça, vous avez effectivement une division de la classe politique qui, à mon avis, se motive plus sur des questions de politique intérieure que sur des analyses stratégiques. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est que je me dis, s'il faut dire attention, attention, on ne va pas toucher à votre épargne parce qu'il n'y a pas la guerre, je veux dire, ça ne me paraît pas très sérieux comme analyse. Si on veut faire un effort de défense, il faut trouver de l'argent quelque part. En même temps, on en profite pour se faire supprimer un certain nombre d'avantages fiscaux, de règles particulières, de modifications de l'administration, etc. Tout ça, ça doit aller avec. Mais ça va être des tiraillements et des pleurs partout.
Et c'est dans ce sens-là que je trouve que la classe politique française est en dessous de tout, quoi. Ouais. Sylvain Tigé, vous souhaitez réagir? Écoutez, enfin, cette situation me fait penser énormément à la crise du Covid. C'est-à-dire qu'on vous disait, on va vous commander des millions de vaccins, vous allez prendre 3 doses pour, vous protéger et ça n'est absolument pas pour des intérêts, on va dire, mercantiles, et un aspect de vous vendre en fait, des substances, mais uniquement pour vous protéger. Puis on se rend compte 3 ans plus tard que ça servait absolument à rien. J'ai l'impression qu'on est strictement dans la même situation. Aujourd'hui, me dire, qu'on va dépenser 800 milliards, 650 milliards en fonds propres, 150 milliards qu'on va emprunter à la Banque centrale européenne uniquement, pour, une question idéologique de bloquer la Russie qui viendrait s'expandre en Europe de l'Est et non pas, pour des intérêts commerciaux. Je sais pas, j'ai du mal. Honnêtement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, surtout connaissant le degré de corruption de nos élites, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein. Quand vous avez aujourd'hui la déclaration de patrimoine, par exemple, de notre président de la République, qui a été banquier privé chez Rothschild, je crois qu'il avait un patrimoine qui était ridicule. Il avait 100 000 balles de cash, en liquidité, c'est tout, quoi. Oui. Et le reste, il l'aurait mis en travaux. Alors qu'il a quand même fait des deals de M&A, c'est-à-dire de fusion entre enfin de fusion-acquisition, hein. C'est des deals qui se chiffrent en millions en termes de commissions. Et il était le lead, c'est-à-dire le banquier lead, c'est-à-dire celui qui menait la transaction. C'est celui qui aurait dû toucher une belle partie de la commission. Et cet argent, on ne sait pas où il est. Donc, quand vous avez ce genre de choses-là déjà à ce niveau, puis ensuite vous avez Madame von der Leyen qui, sur les contrats, avec Pfizer, n'a toujours pas disclose, enfin n'a toujours pas, montré ce qui a été négocié, en quels termes, et il y aurait potentiellement des histoires de conflits d'intérêts, de corruption. Je suis désolé, on dépense 800 milliards. Pour moi, c'est pas pour rien. C'est pas pour relancer la croissance, c'est pas pour déjà même le terme de dépenser de l'argent pour relancer la croissance, je trouve ça absolument idiot. Un État ne relance pas une croissance, un État administre. Le secteur privé relance la croissance, c'est le secteur privé qui est vecteur d'innovation, c'est pas le secteur Oui. public, hein. Une économie dirigée, on voit bien ce que ça donne en Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous avez 2 États qui ont 2 approches différentes. La Corée du Sud prospère, la Corée du Nord, aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, Donc, oui. Mais qu'est-ce que vous j'ai du répondez, par mal. exemple, à Pierre Conessa qui Je ouais. n'y crois pas. Mais Pierre Conessa qui explique, par exemple, je vais essayer de le lire aussi bien lui, ce qui va être difficile, mais que, en fait, le schéma de pensée de dire, c'est pour, on finance, enfin, on part à la guerre et c'est pour financer les industries qui font les canons, mais en fait, ça marche plus comme ça parce que les industries, enfin, le complexe militaro-industriel, maintenant, aujourd'hui, ce sont des industries duales qui, finalement, font autre chose le reste du temps quand on n'est pas en guerre. Et qui en plus, c'est peut-être pour le bien de notre économie, en citant Airbus par exemple. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus, Sylvain Tigé? Je vous rappelle que les entreprises allemandes, avant de faire des moteurs de voitures, faisaient des moteurs d'avion et étaient, notamment faisaient du matériel militaire, hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez par exemple la filière de l'industrie allemande qui est l'automobile, qui était sa filière, on va dire un peu reine, qui est morte en Europe, d'accord? Les industriels allemands sont en train de délocaliser, enfin, c'est même pas ont délocalisé aux États-Unis. Il y a des projets, en Europe, sur l'industrie automobile allemande qui peinent à être financés, hein. Je le sais très bien parce que je suis sur certains dossiers. Ils cherchent à lever de l'argent, personne ne prête, aucune banque, aucun institutionnel ne prête. Donc à un moment donné, quand vous avez cette industrie allemande, enfin, qui meurt, bah, moi je réfléchis de façon assez logique. Comment est-ce que je reconvertis si j'arrive pas, enfin, si un Allemand n'arrive pas à vendre une bagnole, qu'est-ce qu'il peut vendre? Il va vendre des tanks, d'accord? Et il va faire beaucoup d'argent en vendant des tanks. Et tout l'argent qu'il ne fait plus en vendant des bagnoles et en les exportant en Chine, parce que justement en Chine, ils ont, réussi à exploser sur la thématique du véhicule électrique, bah, ils vont se reconvertir d'une façon ou d'une autre. Donc pour moi, encore une fois, je suis désolé, c'est peut-être ma vision un peu cynique des choses, mais quand on regarde à qui profite le crime à chaque fois, les scénarios et le monde dans lequel on vit, devient assez clair, assez limpide en fait, hein. Oui. Quand on voit les intérêts, qui se chiffrent en milliards de dollars, en milliards d'euros, d'un côté et de l'autre, on comprend rapidement qu'en fait on va pas, aider, un peuple européen de façon, on va dire, si vous voulez, altruiste et humaniste, hein. On y va parce que, il y a des milliards de dollars qui vont être générés pour «nos chefs» entre guillemets, hein. C'est exactement ça. Mmh. Donc, non, j'ai pas cette vision, on va dire un peu, idéaliste. Moi, c'est vrai que je regarde beaucoup les chiffres, après c'est peut-être un défaut aussi, mais je sais pas. Moi, quand je regarde à qui profite le crime, c'est assez limpide pour moi, Mmh. hein. Pierre Conessa, vous souhaitez réagir et ce sera le mot de la fin? Oui, moi, si vous voulez, je suis très gêné par l'argumentaire consistant à dire on ne peut pas dépenser cet argent parce qu'il y a beaucoup de corruption dans les affaires de défense.
Mais je vous signale qu'il y a tous les secteurs industriels sont touchés aujourd'hui par la question de corruption, et c'est pas le seul. Quand vous citez la Corée du Sud, je suis désolé, pour avoir travaillé en Corée du Sud, je peux vous dire qu'ils ont fait sauter les compteurs en matière de corruption, puisqu'il y a plusieurs hommes politiques qui sont en prison, justement, pour avoir touché des commissions sur des affaires de défense, de BTP, etc., etc. Donc, l'argumentaire de la lutte contre la corruption est une chose que j'accepte tout à fait, je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais en expliquer qu'il ne faut pas dépenser de l'argent dans les affaires de défense parce qu'il y a de la corruption, me paraît un argumentaire un peu limité, si vous voulez. La deuxième chose, c'est encore une fois, il faut revenir au débat d'origine, c'est-à-dire est-ce qu'on estime aujourd'hui qu'il y a nécessité ou pas de reconstituer une force de défense qui ne serait plus à l'état un peu limité, si vous voulez, sur laquelle on a abouti avec des limitations de défense, des restrictions de dépenses, etc. Et encore une fois, si on considère qu'il y a une menace et la nécessité d'une hausse de notre effort de défense. Donc, sur le fond, le débat, il doit se résumer à ça. Si on estime qu'il n'y en a pas nécessité, ben, effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas la peine d'emprunter de l'argent. Ce n'est pas ma position, mais ce n'est pas la position du président de la République non plus. Et je ne considère pas que le président de la République soit un individu qui se soit... Le fait d'être passé par une banque d'affaires, encore une fois, je ne connais pas les affaires qu'il a pu faire quand il était effectivement dans ces fonctions-là. Mais enfin, si vous prenez la caractéristique de la majorité des hommes politiques, c'est une matrice dont je viens, c'est-à-dire des gens qui ont fait des grandes écoles, qui ensuite sont allés dans des cabinets, puis ensuite font de la politique. Ces gens-là n'ont aucune expérience de la société civile, aucune. C'est le cas de la quasi-totalité des parlementaires et sénateurs français. Bon, donc, qu'est-ce que vous préférez comme profil? Vous préférez un homme qui a été effectivement... Si vous prenez Serge Dassault, il sait ce que c'est qu'une entreprise. Alors, on peut lui reprocher d'être un vendeur d'armes, mais c'est aussi une des très grandes réussites industrielles de la France. Donc, je crois qu'il faut sortir d'une espèce de manichéisme dans lequel, par définition, tout ce qui touche à l'armement est quelque chose de sale, et que là, il y a plus de corruption qu'ailleurs. Non, je suis désolé, les taux que j'ai constatés, moi, dans les affaires d'armement, étaient surtout le problème qui nous concernait, nous, c'est-à-dire ce qu'on appelait les rétrocommissions. C'est-à-dire le fait qu'on versait des commissions à des acheteurs étrangers pour qu'ils les restituent en France à des acteurs politiques. C'est là que, si vous voulez, la justice française a commencé à faire son travail et elle a beaucoup de passifs sur le sujet. Moi, je ne me reconnais pas dans ce président qui, à chaque fois qu'il y a quelque chose en France, le Covid, annonce pendant son discours 14 fois la guerre, que là, par rapport à la guerre entre l'Ukraine et la Russie... Là, il y a la guerre, de fait. Oui, mais pas en France. Il y a la guerre en Ukraine. Alors oui, l'Ukraine est en Europe. Mais moi, je suis plus inquiète pour l'économie de notre pays et je pense vraiment, si je peux terminer, que ça sert à ne pas régler les problèmes qu'il y a en France et il y en a beaucoup. Vous dites qu'il faudrait d'abord s'occuper de nos problèmes franco-français avant de considérer vraiment, ce qui se passe en Ukraine. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de problèmes en France et qu'en fait, de parler des problèmes des autres, ça permet de ne pas régler les problèmes qu'on a en France. Quoi? Pardon? Vous pensez qu'il faudrait s'occuper d'abord de nos problèmes? Pardon, mais quel égoïsme, madame. Vous noterez le dubitatif du journaliste juste à la fin. Tiens, s'occuper d'abord de nous, j'y aurais pas pensé, tiens. En tout cas, ça ne s'arrête pas là, car cette dame qui n'a visiblement honte de rien, elle continue. Aujourd'hui, on a donné principalement nos forces armées, nos munitions, beaucoup d'argent aussi, ce sont les impôts des Français pour aider ce pays, qui quelque part nous a mis dans l'embarras. Vous dites ça suffit? Non, je dis pas ça suffit, mais je dis à un moment donné, l'Ukraine nous a mis dans l'embarras aussi. Moi, je vois, mes collègues... Ils ont été agressés. Non, l'Ukraine, l'Ukraine... Laissez-moi... Non, ce que je veux dire, c'est que l'Ukraine, en détruisant les gazoducs... Mais si, madame. C'est l'Ukraine qui est dans l'embarras, c'est pas la Russie. Parce que c'est ce qu'on disait. L'Ukraine, pays agressé par un agresseur qui est la Russie. Qui détruit les gazoducs de la Russie, qui nous livre du gaz, met en péril notre économie. Enfin, à un moment donné, c'est une réalité. Et la Russie, tout va bien, madame. La Russie, tout va bien, du coup. Alors, monsieur, Russie, tout va bien. Je dis pas ça. Je dis juste qu'à un moment donné, on vous soutient et c'est normal et ça ne me pose aucun problème. Mais à un moment donné, on vous protège, madame. Vous nous soutenez, on vous protège. Donc, grand moment de confusion, Sur le plateau de BFM TV, il n'y a plus rien qui va, les journalistes perdent leur assurance, on ne sait plus quoi dire, l'un d'entre eux tente de parler, on a l'image, il n'y a pas le son. Bref, belle panique à bord, un grain de sable dans la machine, les journalistes incapables de prendre un peu de hauteur.
qui restent figés dans leur marotte. Non, ils sont agressés, ils sont agressés. Vous me direz, quand on répète la même chose en boucle pendant 4 ans, ça laisse des traces. Et ça termine donc avec ce bide mémorable sur le plateau. Et l'Ukrainien, l'Ukrainien de plateau. Vous vous souvenez, à l'époque, on avait des médecins de plateau. Maintenant, on a l'Ukrainien de plateau. On vous protège. Gros blanc. Ah bon? vous nous protégez? Vous êtes sûr? Mais vous nous protégez de quoi, en fait? Voilà, Roxane, la réponse de Roxane en direct sur BFM. Alors, et justement, Emmanuel Macron a taclé ceux qui ne prendraient pas au sérieux ce narratif de la guerre. Exactement. Hier, Emmanuel Macron a tenu un discours pour rendre hommage aux victimes du terrorisme. Il en a profité pour régler ses comptes. Il n'a pas pu s'en empêcher. Il en avait gros sur la patate. J'entendais dans les débats ces derniers jours des gens qui, en quelque sorte, remettaient en cause la menace géopolitique. Le président de la République inventerait la menace russe. La vraie menace, c'est le terrorisme. Parfois, ils ont d'autres obsessions même. Mais on n'a pas attendu de lutter contre la menace terroriste. Vous en êtes l'incarnation et les chiffres que je viens de rappeler en sont la preuve. Ces gens-là n'ont pas suivi l'actualité, manifestement. Ces gens-là n'ont pas suivi l'actualité. Manifestement, le président de la République inventerait la menace russe. Non, voilà, on le sent un peu piqué à vif, quand même. Exactement, Macron tout ronchon. Il faut dire qu'il n'a pas été ménagé ces derniers jours. Ses propos agressifs sur la Russie n'ont pas du tout plu là-bas, si bien que les médias russes ont rétorqué. Et figurez-vous qu'il s'intéresse désormais à l'affaire Brigitte. Et c'est le journaliste Dmitri Kiselev, très connu en Russie, un des plus influents même. Il est décrit dans les médias comme le propagandiste en chef de Vladimir Poutine. Donc vous imaginez un petit peu le niveau du type. C'est le présentateur vedette de l'émission Nouvelles de la semaine, dont on apprend qu'elle est la préférée de Poutine, toujours sur cette fiche Wikipédia. Eh bien, ce journaliste ne s'est pas privé de reprendre le dossier. Donc, regardez ça. Но есть еще одна мысль, почему Макрон ведет себя столь неугомонно. Il y a une autre raison pour laquelle Macron se comporte comme cela, à la manière d'un homme qui ferait du bruit inconvenant. Il se déplace bruyamment, les chaises et casse la vaisselle pour créer un tintamarre et tout noyer dans la confusion. Macron a de bonnes raisons de le faire. Il s'agit en fait de détourner l'attention avec des soupçons criants concernant son union avec Brigitte, entre guillemets. Voilà, Macron s'agite donc pour détourner l'attention, selon ce présentateur russe. Visiblement, il n'a pas aimé son discours de mercredi. C'est pas passé, Et je ne résiste pas donc à l'idée de vous montrer un petit extrait du reportage qui va suivre. Jean-Michel Trogneux n'est pas le frère de Brigitte Macron, mais c'est bien elle-même. À l'âge adulte, il aurait subi une opération de changement de sexe pour devenir une femme. Et en tant que directeur d'un club de théâtre, serait tombé amoureux du jeune Macron, qui était alors écolier. Le voilà sur scène. Là, on note le petit plaisir à mettre Emmanuel Macron. Macron avait alors 14 ans et celle avec qui il devait lier sa vie avait à l'époque 39 ans. Il était donc beaucoup plus jeune. Voilà, le ton est donné. Alors je sais, ce n'est pas très sérieux, me direz-vous, mais Conspiracy Watch a commencé à s'intéresser à nous. Alors je leur donne un petit peu de grain à moudre. Merci, et Roxane. puis, comme ça, on fait d'une pierre deux coups. La source est poutiniste avec le document complotiste. C'est vraiment le jackpot. En plus, le présentateur en question est décrit comme homophobe et antisémite. C'est parfait, il coche toutes les cases. Alors tenez, Conspiracy Watch, c'est cadeau. On est ravis de leur faire plaisir. On comprend qu'avec tout ça, ils sont un peu déprimés quand même, Emmanuel Macron. Exactement. Alors pour lutter contre cette déprime, il a une solution, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron serait en train de loucher sur la voiture de James Bond, rien que ça. Il aurait même testé l'engin dans les jardins privés de la Lanterne à Versailles. Au diable la transition énergétique, les efforts de guerre, la récession économique. Il faut bien s'amuser un peu. C'est le journal Blast qui a révélé cette information et ça a donné lieu à un drame en 3 actes sur Twitter. On peut en voir ici une capture d'écran. Donc le journal Blast qui divulgue l'information et puis le compte de l'Élysée qui répond un 1er avril cela aurait pu être drôle mais il s'agit d'un honteux mensonge, c'est faux et grotesque.
Et puis le journaliste donc en question qui répond « Non seulement nous maintenons nos informations, mais j'ajoute que les hurlements de votre conseiller en communication qui vient de m'appeler n'y changeront rien. » Ça, c'est très drôle. Oui, c'est assez amusant. Enfin bon, Emmanuel Macron, en fin de compte, finalement, il est très genré. Hein. Ce qu'il aime, c'est la guerre et les voitures. Ah, c'est vrai, ça. Alors surtout, monsieur le président, si vous avez des enfants, on ne sait jamais, ça peut toujours arriver, hein. Si vous avez des garçons, il faut pas jouer avec eux. Ah bon, pourquoi? Eh bah non, il faut pas. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude très sérieuse qui a été relayée par Le Monde et par France Info. Vous ne saviez pas? Écoutez. Non. L'adulte qui intervient dans le jeu de son enfant le pousse sans le vouloir à reproduire des schémas genrés. Voilà, c'est ce que dit cette étude relayée par Le Monde. Parce que les papas, notamment, jouent plus volontiers au foot qu'à la poupée. Conséquence, les garçons qui bénéficient de tant de jeux avec leurs parents vont plus souvent que les autres aller vers des jeux dits de garçons. Des jeunes, lorsqu'ils révèlent à leurs parents qu'ils sont homosexuels, se retrouvent mis au banc de la famille, parfois brutalisés, se retrouvent brutalisés dans leur lieu de travail. Écoutez bien. Parce qu'ils sont homosexuels. Je l'ai vécu, moi. C'est pas théorique. Je l'ai vécu, moi. C'est une merde. Donc moi, j'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Vous pétez un câble parce que souvent on vous montre à la télé, hein, oui, il y a eu tel bombardement, il s'est passé ça, etc. et tout. Alors qu'en fait, dans plein de cas, beaucoup, c'est de la comédie. Vous voyez comment les mecs ils se font maquiller et tout, ils postent. En fait, comme si c'était des acteurs qui se posent pour jouer des scènes et tout, et après on montre ça à la télé, dans les médias. Vous voyez? Alors je ne dis pas que ces choses n'existent pas. Bien sûr qu'elles existent. C'est une réalité. Mais dans beaucoup de cas aussi, on se sert de ça aussi pour aujourd'hui manipuler l'opinion des personnes. Et comme disait, je crois, c'était Martin Luther King hein, qui disait ça, c'est que si vous ne prenez pas garde aujourd'hui, les médias peuvent vous pousser à détester quelqu'un et à aimer quelqu'un. C'est aujourd'hui le pouvoir que les médias ont sur les personnes sans que les personnes s'en rendent compte. Parce qu'en fonction de ce qu'on va vous montrer à la télé, en fonction de ce qu'on va vous dire, les gens ils se font manipuler, et ils écoutent les choses et du coup ils prennent parti sans forcément aller chercher à comprendre les choses par eux-mêmes. C'est pour ça que je vous y répète tout le temps. Même moi, c'est la même chose avec moi sur mon live. Hein. Vous pouvez écouter des trucs, vous allez dire putain le mec il a trop raison ou il dit n'importe quoi et tout. Mais prenez le temps d'aller vous-même faire vos propres recherches. Vous allez comprendre c'est encore meilleur. Bref, je reprends la lecture. Nos attitudes politiques et sociales nous sont données. Par exemple, il existe actuellement un courant médiatique pour miner le mariage. Hein. Comme vous connaissez un peu ce mouvement, le mariage pour tous. Voilà. Donc, il existe actuellement un courant médiatique pour miner le mariage et la famille et nous faire considérer la promiscuité sexuelle comme le but suprême de la vie. Il écrit ça dans son livre « Canular cruel, le féminisme et le nouvel ordre mondial ». Ça, c'est un autre livre que le gars il a écrit. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, voilà, avec le mouvement hein, LGBT, le mariage pour tous, etc. et tout, c'est des choses qui sont aujourd'hui mises en place et on veut nous faire considérer cette chose-là. Malheureusement, il y aura toujours des partis pris, il y aura toujours des partis contre, vous voyez. Alors, il faut comprendre que tout ça sont des choses qui sont dirigées par ceux qu'on appelle les Illuminati. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en est venu à penser que Illuminati, ça signifie les gens qui sont éclairés. Alors qu'en réalité, les Illuminati, c'est les gens qui manquent de lumière. Allez chercher dans le dictionnaire la définition, l'étymologie, pardon, de Illuminati. Carrément, tu te poses la question de savoir si Dieu existe. Mais pourquoi on ne pourrait pas se poser la question de savoir si Dieu existe enfoiré 2000? C'est légitime. Les gens ont le droit de se poser des questions. Les gens sont un peu comme Habakkuk. Hein? Quand Habakkuk il demande pourquoi? Et le Dieu te répond. Il ne faut pas interdire aux gens de se poser des questions. D'accord? Alors, qui sont réellement les Illuminati? Ce que vous entendez souvent. Qu'est-ce que vous savez des Illuminati? Qu'est-ce que vous savez des Illuminati? Qui sont-ils? Depuis quand ce mouvement existe? On va un peu faire d'histoire et on va retourner hein, dans le passé. Parce que comme je vous dis, toujours tout commence par le passé.
Tout commence toujours par le passé. Il faut s'interroger sur son histoire. Alors écoutez, qui sont en réalité les Illuminati? La famille, on tapote, on partage le live, on écrit good live s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tapotez pour protéger le live. Mary-Anne. Enfin, on va dire Marie-Anne. Hein? Marie-Anne, une ancienne membre éminente des Illuminati, a déclaré que le culte, on parle bien d'un culte, donc c'est bien une religion, a déclaré que le culte remonte à quelle époque? Est-ce qu'il y a des connaisseurs ici? Ça remonte à quelle époque? Si je vous parle de notre boss, Monsieur Nimrod, ça vous dit quelque chose? Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce personnage, je vous dis, vous avez intérêt à le connaître parce qu'aujourd'hui, Nimrod, il est à la base de tout quasiment aujourd'hui. Le grand chasseur devant l'éternel, c'est lui. Sumérien, exact, Seb. Non, Stéphane, pardon. Donc, Marie-Anne a déclaré que le culte remonte à l'ancienne Babylone. Hein? D'où le fait que la Bible vous parlera toujours de Babylone la grande, la mère des prostituées. Parce que c'est à Babylone que toutes ces choses, ces mouvements sont nés. Exact, Antigone. Babylone la grande, la mère des prostituées. Donc, elle a déclaré ceci, que justement, ce culte remonte à l'ancienne Babylone et à la tour de Babel, qui ressemble, sans que cela soit l'effet du hasard, à l'actuel bâtiment du Parlement de l'Union européenne. Vous le savez peut-être pas, hein? Mais voilà, maintenant vous le savez. Donc le bâtiment européen représente en quelque sorte la tour de Babel. Bonjour Madame Homme, bienvenue. Aujourd'hui, vous êtes un peu disponible, c'est bien. Lorsque les plans des kabbalistes pour l'élévation d'une tour atteignant le ciel furent déjoués par Dieu, ils instaurèrent leur vendetta séculaire contre lui et jurèrent de détourner sa création. De le fait que tout à l'heure je vous disais, si vous vous posez la question de savoir pourquoi les gens ils font cela et est-ce que Dieu existe réellement, vous avez la réponse. Parce que ces élites eux-mêmes savent très bien que le Créateur, pour ne pas dire Dieu, hein, le Créateur existe. Ouais, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Eux, ils le savent, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent nier l'existence d'un Dieu ou d'un Créateur. Mais eux le savent qu'il existe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, leur but est de chercher justement à détourner sa création de lui. En inventant des théories de l'évolution, Dieu n'existe pas, etc., etc. Vous voyez? Les kabbalistes étaient relativement peu nombreux. Ils décidèrent alors de conquérir, à l'aide de l'or, la domination économique. En 1773, Amschel Mayer Rothschild, un juif orthodoxe qui ne changeait jamais ses sous-vêtements, ah le krados, qui ne changeait jamais ses sous-vêtements et qui laissait ses vêtements tomber en lambeaux, convoqua une réunion de 12 banquiers juifs éminents. C'est de l'histoire, prenez note. Ils affinèrent leur programme pour appâter l'hameçon avec la promesse fallacieuse de liberté, d'égalité et de fraternité. Le manifeste communiste de 1848, qui exige le vol de la propriété privée et de la destruction de la liberté et de la famille au nom de l'égalité, reflète leur visée satanique. En 1776, la famille, on tapote, on monte à 20 cas de tapotage, s'il vous plaît, on tapote, on prend le cœur du jour et la liste hein, des personnes qui font les lives, etc. et tout. Merci, on tapote en masse, s'il vous plaît. Donc, il y a un personnage aussi que vous devez connaître parce que c'est celui qui est vraiment l'investigateur de tous ces mouvements-là. Et allez faire vos recherches par rapport à lui, vous allez comprendre qui il est réellement. Parce que
pour mettre en place leur plan, il faut bien qu'ils puissent choisir un modèle. Hein. Alors, qui va être cet homme qui va être choisi? En 1776, ils chargèrent Adam Weishaupt. Adam comme Adam, Weishaupt, W-E-I-S-H-A-U-P-T. Adam Weishaupt, de réorganiser les Illuminati qui fusionnèrent. Vous voyez, quand je dis que c'est une multi-entente. Donc les Illuminati qui vont fusionner avec la franc-maçonnerie en 1882. Selon André Krylenko, la franc-maçonnerie a été utilisée pour enrôler les non-juifs consciemment ou inconsciemment au service de la juiverie. Les banquiers kabbalistes furent derrière les mouvements révolutionnaires des XVIIe siècle et XXe siècle, ainsi que derrière chaque règne respectif de la terreur. Donc c'est eux qui sont toujours derrière tout ça. Et même quand je vous dis, pour ceux qui parlent souvent de la Révolution française, hein, on nous dit que oui, on a découpé la tête du roi, les mecs ils ont fait ça, les Robespierre c'est des figures de je sais pas quoi et tout. Allez vous renseigner, vous allez voir que même la Révolution française a été totalement mise en place par les jésuites qui avaient infiltré ce mouvement. Et c'est eux qui en réalité sont à l'origine de toute la Révolution française. Chose que ne vous racontent pas les historiens. Si tu peux tapoter, tu tapotes sur l'écran, ça tapote. Hein. Donc, et c'est ce qu'il vous dit ici, hein, depuis le XVIIe et le XXe siècle, ils sont derrière chaque règne respectif de la terreur. Tout au long de l'histoire, ils ont mené une vendetta maléfique contre l'humanité. Ils sont sournoisement obtenus un monopole sur le crédit et usurpant le droit du gouvernement de créer de l'argent et l'ont utilisé afin de conquérir le monde. Comme ils créent de l'argent à partir de rien, ils se prennent pour Dieu. Voilà où nous en sommes, les mecs qui se prennent pour Dieu. Ceci rejoint les prophéties messianiques juives et la vision kabbalistique. Fondamentalement, à des fins de coopération à leur plan diabolique, ils ont enrôlé leurs frères juifs et aussi les non-juifs francs-maçons dans leur racket juteux. Dans une déclaration célèbre, le professeur Carol Quigley de l'université de Georgetown, un initié qui fut le mentor de Bill Clinton, a déclaré que le plan des banquiers centraux consiste en rien de moins que de mettre en place un système mondial en mesure de dominer le système politique de chaque pays. Et ça rappelle ce que je vous avais dit lors du live de mardi, qu'en réalité, aujourd'hui, il faut savoir que les États en tant que tels n'existent plus parce que maintenant, tous les États du monde ont été achetés par ces banquiers, par ces élites, et c'est eux qui dirigent aujourd'hui le monde. D'où le fait que la France, comme tous les pays du monde, ne sont plus des pays, ne sont plus des royaumes, mais ce sont des sociétés qui possèdent des numéros de siret. Et comme toute société, leur but est de faire de l'argent. Et c'est ce que Macron aujourd'hui continue encore à vouloir faire, à vouloir, une fois de plus, voler l'argent des Français en disant qu'on doit tous être solidaires, humanitaires, pour soutenir apparemment la guerre en Ukraine. Et les gens, bêtement, ne font rien et restent là assis et on leur vole leur argent. Voilà. Donc, je pense que en tant qu'humain, vous avez le devoir de vraiment faire en sorte que vous puissiez vous lutter contre cela. Parce que, comme je le dis, on participe tous, inconsciemment ou consciemment, à ce fait. Et il y avait une vidéo comme ça, il y avait un mec qui l'avait expliqué justement que lui, il ne voulait plus payer les impôts parce que justement, pourquoi? Parce qu'en réalité, l'argent des impôts qu'on a aujourd'hui servent à ce qu'on continue à promouvoir les guerres. Parce qu'en fait, vous imaginez aujourd'hui, promouvoir les guerres.
Parce qu'en fait, vous imaginez aujourd'hui, la solution serait simple. Plus d'argent, plus de production d'armes, et dans ce cas-là, plus de guerre. Mais aujourd'hui, les mecs, les guerres, ça les arrange. C'est même pour ça que Zelensky ne veut pas arrêter la guerre. Aujourd'hui, il continue encore à demander de l'argent aux Français. Oui, envoyez-nous telle somme. Rien que je vu une vidéo juste avant encore là où on voit que Donald Trump a dit qu'ils ont dépensé plus de 300 et quelques milliards d'euros dans les guerres. Macron va encore envoyer 108 milliards d'euros à l'Ukraine. Mais vous croyez que l'argent là qu'ils ont là, ça provient d'où? L'argent qu'ils ont aujourd'hui, là, ça provient d'où? C'est de l'argent que les mecs prennent dans vos poches. Et comme je vous dis, vous êtes déjà, on participe tous déjà indirectement. Parce que si vous êtes conscient de cela, hein, tout ce que vous achetez aujourd'hui, je dis bien tout ce que vous achetez aujourd'hui est taxé. Donc ça fait que cette taxation, c'est déjà une fois de plus les impôts. Vous voyez? Et en plus de surcroît, à la fin de l'année, on va vous dire maintenant, ah, vous avez gagné, vous avez trop gagné, donc maintenant, donnez-nous encore une fois de plus. Ça dépend après de la somme que chacun gagne. Vous voyez? Et donc, encore une fois de plus, on va encore prendre vos impôts et c'est avec l'argent de vos impôts qu'on va continuer aujourd'hui à promouvoir les guerres. Donc, comme je vous dis, indirectement, on est tous impliqués dans ce système satanique. Voilà. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, on vous dit, levez-vous, il fallait se battre pour la France. Macron, moi, je dis, hein, si le mec, réellement, vous avez des couilles, là, hein, frère, allez sur un... Moi, je veux même venir faire l'arbitre. Vous prenez des gants, vous montez sur un ring, toi et Poutine, basta, et que le meilleur gagne, c'est tout. Mais je dois encore continuer à manipuler les gens, toujours par l'argent. Ah, ils ont un ami, mon gars, faut que tu sois enrôlé dans l'armée. Tu pars à l'étranger, là, on va te donner 10 000 euros par mois, 15 000 euros par mois, tu vas mener une guerre, tu vas tuer des gens là-bas, et puis comme ça, tu seras bien, tu vas représenter la France. Et les gens, ils sont là, ouais, moi, je suis prêt à aller défendre la France à l'étranger, hein. Oui. Alors que, comme je vous dis, toutes ces choses-là sont aujourd'hui mouvementées, prédits par les élites qui n'ont absolument rien à foutre de votre gueule. Mais bon, comme vous pensez qu'ils sont toujours là pour votre bien, continuez. Vous voyez? Donc, je répète la phrase que j'ai lue juste avant. Hein? Donc, le mentor de Bill Gates a déclaré que le plan des banquiers centraux consiste en rien de moins que de mettre en place un système mondial en mesure de dominer le système politique de chaque pays. D'où le fait que je vous dis à chaque fois qu'en réalité, tous les pays du monde ne sont pas exemptés. Tous les pays du monde font partie de ce système, de ce mouvement. Que ce soit les pays européens, en Asie là-bas, en Amérique là-bas, et même en Afrique, ils sont tous dedans. C'est tous les mêmes. Donc, je sais pour les Africains qui pensent qu'aujourd'hui, voilà, on va mettre en place des personnes qui vont sortir l'Afrique de la misère. C'est du pipeau parce que c'est un plan qui est organisé sur le plan mondial. L'Afrique n'est pas épargnée. Je reprends la lecture. Les Illuminati contrôlent l'établissement en Europe. Vous voyez? On dirait que je suis trop en avance sur le livre parfois. Putain, faut que je me calme. Les Illuminati contrôlent l'établissement en Europe, en Amérique et dans la majeure partie du monde. C'est ce que je venais de vous dire juste auparavant. La famille, on est plus de 150 personnes, s'il vous plaît. Donc, faites en sorte qu'on puisse continuer à monter comme ça. Pour ça, il faut tapoter efficacement. On tapote, on écrit Good Live et on partage et on republie le live, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, tapotez, écrivez Good Live et partagez et republiez le live. D'accord? Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à prendre les cœurs du jour, hein, s'il vous plaît. Les cœurs orange, ça permet de ce qu'on puisse créer une grande communauté au fur et à mesure qu'on monte. Et en même temps aussi, pensez à remplir les objectifs, s'il vous plaît. C'est important. Merci. Les Illuminati contrôlent l'établissement en Europe, en Amérique et dans la majeure partie du monde. Leur guerre secrète, hein, contre l'humanité, et je pense que l'image qui est en bas, vous pouvez très bien le voir, hein, les mecs qui sont là, debout comme ça, et ils envoient les gens se sacrifier pour eux. La réalité, elle est là. Des masses de gens qui tombent à gogo, qui se sont tués dans les guerres, etc. et tout. Et on est là, on pense que genre c'est normal. Vous voyez? Leur guerre secrète contre l'humanité est conçue pour nous faire acquiescer leur tyrannie. C'est-à-dire un gouvernement mondial. En tant que propriétaire des dirigeants des deux côtés et des médias,
écoutez, vous avez bien entendu, hein, en tant que propriétaire des dirigeants et des deux côtés des médias, il commence toutes les grandes guerres et il détermine leur issue. C'est une dinguerie. Donc, aujourd'hui, vous voyez, les personnes qui sont en place, qui dirigent les pays, comme on vous dit à chaque fois, c'est pas eux les vrais décideurs, parce qu'en réalité, ceux qui dirigent réellement le monde sont plus haut placés, ce qu'on appelle en réalité les vraies élites. Et comme je dis ici, hein, étant des propriétaires, des dirigeants des deux côtés et des médias, parce qu'aujourd'hui, les médias appartiennent encore une fois de plus aux grandes puissances. Macron appartient à Attali. Et même Attali l'a bien dit, c'est Attali qui a mis en place Macron. Et donc, ces personnes-là sont tout simplement des dirigeants que les propriétaires ont mis en place pour mener à bien leur projet. Vous voyez? Et comme je vous dis, ça, c'est partout pareil. Même en Afrique, aujourd'hui, les présidents africains qui sont mis en place, ce sont des personnes qui sont là, encore une fois de plus, qui appartiennent à des propriétaires. OK? En tant que propriétaire des dirigeants et des deux côtés et des médias, il commence, écoutez, hein, il commence toutes les grandes guerres et il détermine leur issue. Donc, si aujourd'hui les guerres continuent encore à perdurer, c'est que ça a toujours leur intérêt derrière. Ils savent pourquoi ils font perdurer les guerres, etc. Comprenez bien, comme je dis, rien n'est fait au hasard. Ils sont responsables des révolutions, des dépressions et plus récemment du 11 septembre 2001 pour les plus vieux et de la guerre contre le terrorisme qui ne sont que des prétextes pour promouvoir plus de guerre et un État policier. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas comprendre là-dedans? En fait, quand je vous dis qu'on vit dans une matrice où en gros on se fout de notre gueule à longueur de jour, c'est une réalité qui est là. Vous voyez? Aujourd'hui, vous allez voir, on va vous dire en Afrique que oui, il y a Boko Haram qui existe. Et Boko Haram, c'est un mouvement qui fait fuir les Africains, qui terrorise, qui tue les Africains, etc. et tout. Mais encore une fois de plus, ces mouvements sont à leur avantage parce que qui les a créés? Qui a créé ces mouvements? Comment Boko Haram fait pour se armer? Leurs armes, là, ça vient d'où? Combien de fois on a arrêté en Afrique des camions de la France qui livraient des armes à ces pays-là? Vous voyez? Donc, comme le dit Tikenja, en réalité, ils allument le feu, ils l'attisent, et après, ils viennent jouer aux pompiers. Et c'est ça la réalité qu'elle est devant vous aujourd'hui que vous ne voulez pas voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les guerres que vous voyez, ce sont que des fruits de manipulation. Tous les mouvements que vous entendez aujourd'hui qui existent, ce sont des mouvements que eux-mêmes ils ont créés. Le Mossad, hein, Daesh, etc. et tout, toutes ces choses-là, en réalité, ce sont des choses que eux-mêmes ils ont mis en place et ils font semblant de les combattre. Mais en réalité, c'est dans leurs intérêts parce que en réalité, ça leur permet à ce qu'ils puissent mettre en place, comme il dit ici, un État policier. Et ça, c'est avant d'aller loin là-bas, même en France, c'est réellement le cas. Lorsqu'en France, vous voyez que on a dit oui, il y a eu des problèmes dans les banlieues, etc. Qu'est-ce que Sarkozy fait? Ben, en fait, Sarkozy, on va créer une police pour les banlieues. Donc, en fait, les mecs qui mettent en place des choses pour justifier leur loi qu'ils vont mettre en place, ils vont créer des situations désastres. Donc, on va créer une situation pour justifier cela en disant, bah écoute, vous voyez bien que dans les banlieues, hein, ça pète partout et on crame des voitures et tout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place une police pour vraiment faire en sorte que les gens puissent rester chez eux. Et c'est comme ça que du coup, on restreint les gens, etc., etc. Mais eux-mêmes sont les initiateurs de ces mouvements. C'est ça qu'il faut comprendre. Je vous reprends la lecture. Les groupes juifs sont un de leurs instruments. La famille, on tapote, on monte à 34 de tapotage, s'il vous plaît, rapidement. Il faut que tout le monde s'y mette. On tapote rapidement. On écrit good live. Merci beaucoup. En 1920, Oscar Lévy, un philosophe juif, écrivit: il y a peu d'événements de l'Europe moderne qui ne puissent être attribués aux Juifs. L'élément juif fournit les forces motrices à la fois pour le communisme et le capitalisme. Tout ceci pour la ruine matérielle et spirituelle de ce monde. Lévy blâme l'idéalisme intense du juif pour les ravages révolutionnaires. Ces révolutionnaires juifs ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont plus d'inconscients pécheurs
que volontairement méchant. Mais s'il vous plaît, ne pensez pas que je tienne à les exonérer sur ce point. Préface de George Pitts Rivers, L'importance mondiale de la révolution russe. Ce livre met l'accent sur la manière dont les Juifs sont utilisés. C'est ce que je vous disais au début, que même eux-mêmes en réalité sont tout simplement des pions de l'échec que ces dirigeants utilisent. Ce livre met l'accent sur la manière dont les Juifs sont utilisés. Un autre volume pourrait être écrit sur la façon dont la franc-maçonnerie est utilisée. Dans l'intervalle, je commande Unholy Alliance, un livre qui se nomme Unholy Alliance de 1996 par le docteur James Wardner. Bon, je suis désolé parce que ça fait beaucoup de temps que vous entendez très rarement, hein, jésuites, Illuminati, sionisme, tout ça là. C'est dur de faire la différence entre tout ça maintenant. Antisionisme, hein, antisémitisme. Mais voilà, on essaie de détailler tout ça un peu, ok? Il écrit: je suppute que les jésuites aient également joué un rôle important, mais je n'ai pas eu le temps de faire des recherches approfondies pour le moment. Je vous renvoie à Eric John Phelps, dont Le Vatican Assassins est un classique. Donc c'est un livre qu'on vous recommande. Alors si je tombe dessus, que je le trouve, je vous le partagerai. La famille, on monte rapidement à 30 cas de tapotage, s'il vous plaît. Attendez, excusez-moi, je vais couper les commentaires 2 secondes, hein, comme ça, vous allez pouvoir un peu tapoter et voilà. Parce que vous m'obligez un peu à vous contraindre aussi à tapoter. Donc là, il faut qu'on monte rapidement à... Je rouvre les commentaires quand on arrive à 35 cas de tapotage. J'en ai plus de 170 personnes. Ça devrait aller très 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 vite. En 2 minutes, ça devrait être fait. D'accord? Donc je compte sur vous qu'on arrive à 35 cas de tapotage. Je rouvre les commentaires. Alors, il dit... je suppute que les jésuites aient également joué un rôle important, mais je n'ai pas eu le temps de faire de recherches dessus. Donc, je vous renvoie à Eric John Phelps, dont Le Vatican Assassin est un classique. Je tiens à souligner que la conspiration des Illuminati est omniprésente, a infiltré toutes les institutions et la langue de Molière, pardon. Je tiens à souligner que la conspiration des Illuminati est omniprésente, donc c'est-à-dire qu'elle est partout. A infiltré toutes les institutions, j'arrive pas à le prononcer, institutions, voilà, pardon, et toutes les institutions sociales importantes et comprend des millions de non-juifs. Et c'est ce que je vous répète à chaque fois, que ces gens dans ces mouvements-là, ils sont partout, à toutes les sphères de la société. Stars, célébrités, acteurs, gens du monde politique, etc., etc., écrivains, ils sont partout. Et maintenant, ils ne se cachent même plus. Donc, libre à vous maintenant tout simplement d'ouvrir vos yeux pour voir cette réalité. Et dans la possibilité, par la loi, par la Constitution, de contrôler la gendarmerie et de contrôler la police nationale. Donc, il suffit de mettre les choses dans l'ordre, d'accord? Et justement, la gendarmerie et la police nationale vont avoir des comptes à rendre, les supérieurs hiérarchiques, de ne pas avoir entendu le peuple et d'avoir été contre le peuple. Donc, les responsables vont avoir des comptes à rendre. Les responsables qui ont suivi des ordres de préfets, qui sont eux-mêmes mis en place dans l'illégalité. On le rappelle, ils sont mis en place par un décret qui est nul et inapplicable. Donc, ce qui veut dire que l'existence d'un préfet, d'accord, n'a aucune légitimité aujourd'hui et il ne peut donner nullement des ordres, voilà, à quelconque policier ou gendarme. Vous avez des procureurs de la République qui sont mis en place aujourd'hui, mis en place par des décrets autoproclamés par le Conseil supérieur de la magistrature, et derrière il y a le syndicat de la magistrature, et je rappelle que tout syndicat est dans l'obligation de la défense, mais n'a pas le droit de juger. Donc ce qui veut dire que tous ces magistrats du Conseil supérieur de la magistrature qui n'ont pas le droit de juger, voilà, qu'ils ont rendu des jugements par faux, parce que ce sont tous les jugements rendus, ce sont des jugements par faux, donc nuls et inapplicables, d'accord? Tous ces jugements sont nuls et inapplicables. Ils ont trompé le peuple depuis très longtemps. Bien sûr que nous sommes allés
profondément dans les recherches pour comprendre qui sont ces gens qui nous donnent, qui nous jugent, qui sont ces gens qui nous donnent des ordres. Et quand vous allez au bout des choses, quels sont ces gens qui doivent nous défendre comme les avocats? Comment sont-ils mis en place? Quels sont leurs diplômes? Comment est-il été nommé? Et vous regardez que tout ça n'est composé que de décrets. Et tous ces décrets sont nuls et inapplicables pour vice de forme, article 114, alinéa 2 du Code de procédure civile. Donc, aujourd'hui, bien sûr que on voudrait des avocats qui viennent vers nous, on voudrait des magistrats qui viennent vers nous. On a besoin de ces gens-là qui connaissent le droit. Hein. Ils ont fait des études, ils connaissent le droit. Et justement, ils devraient entendre ce qu'on est en train de leur dire. Et d'arrêter d'aller à l'encontre du peuple français. Et d'arrêter de rendre des jugements contre le peuple français. Quand il s'agit de banques, quand il s'agit de sociétés immobilières, quand il s'agit des organismes de l'ASE, quand il s'agit des organismes de l'ARS. On a déjà vu dans une émission sur la situation de Michel, où j'ai fait bloquer la situation de la maison qu'on voulait lui spolier. C'était l'ARS qui établissait, et c'est marqué, l'ARS qui établissait l'arrêté préfectoral, et c'était la sous-préfète qui signait. Vous vous rendez compte? C'est l'ARS qui établissait l'arrêté préfectoral et qui faisait signer à la sous-préfète. Debout, c'est notre heure. La vérité frappe comme un marteau. Corruption, ton règne est foutu. La foule s'éveille, écoute notre écho. Les grandes politiques de l'Union européenne, dans les tours de verre, ils jouent avec nos vies. Les promesses en l'air, c'est fini les envies. On ne se tait plus, on reprend le pouvoir. Leur monde de mensonges s'écroule ce soir. Debout, debout, c'est notre heure. La vérité frappe comme un marteau. Corruption, ton règne est foutu. La foule s'éveille, écoute notre écho. On a vu les trahisons, les billets en échange. Le peuple se lève, plus question d'être en marge. Les masques tombent, la colère fait son chemin. Le futur est à nous, on trace notre destin. Debout, debout, c'est notre heure. La vérité frappe comme un marteau. Corruption, ton règne est foutu. La foule s'éveille, écoute notre écho. La foule s'éveille, écoute notre écho.